Durant l'hiver 1982, 3 hommes ont gravi les Alpes françaises, armés de fusils, de lourds sacs à dos et dotés de la confiance typique de ceux qui pensaient connaître la montagne mieux que la montagne elle-même. La région choisie se situait près du massif du Mont Blanc, dans une zone peu fréquentée par les touristes à cette période de l'année. Les chasseurs locaux savaient que le froid intense tenait les curieux à distance, mais ils savaient aussi que l'épaisse couche de neige dissimulait des dangers invisibles. Malgré tout, ils s'y rendirent. Henri de la Cour était le plus expérimenté. Âgé de 46 ans, cet ancien guide de montagne avait l'habitude de déchiffrer le ciel et le vent comme on lit un journal. La cicatrice sur son menton lui rappelait une chute survenue en 1974, lorsqu'il avait survécu 2 jours, prisonnier d'une pente glacée. Depuis, il était devenu plus prudent, du moins c'est ce qu'il affirmait. À ses côtés se trouvait Marc Lavigne, 32 ans, mécanicien à Chamonix. Pour lui, la chasse était une échappatoire à la routine et un moyen de prouver qu'il n'était pas qu'un simple garage. Compétitif et impulsif, il cherchait toujours à aller au-delà du nécessaire. Le 3e était Julien Moreau, 28 ans, le plus jeune. Fils d'un professeur d'histoire de Grenoble, il était fasciné par les expéditions et les anciens récits de disparitions alpines. Il notait tout dans un petit carnet noir. La météo, les sentiers, les horaires. Il disait qu'un jour il écrirait sur la montagne. Ils sont partis le 14 janvier. Les prévisions météo annonçaient une instabilité modérée. Rien d'extraordinaire pour ceux qui avaient déjà essuyé des tempêtes plus violentes. Dans le village où ils avaient passé la nuit, des rires fusaient du petit bar en bois près de la route principale. Vers levé, promesse de revenir dans 3 jours. Mais le lendemain, le temps a changé. Le vent balayait les pentes comme une lame invisible. La neige accumulée sur les crêtes commença à s'effriter en plaques silencieuses. De minuscules craquements résonnaient sous la surface compactée, des signaux que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. La dernière inscription de Julien dans son carnet date de 16h40. Vent fort, visibilité réduite. Henri dit de camper avant la crête nord. Aucun d'eux n'est revenu. Lorsque la famille a signalé la disparition, les équipes de secours ont été mobilisées. Des hélicoptères ont survolé la région pendant des jours, bravant de violentes rafales de vent. Des chiens de recherche ont ratissé des sentiers qui disparaissaient rapidement sous les nouvelles couches de neige. Puis l'avalanche. Une masse blanche a dévalé le versant principal, recouvrant toute trace possible. Les recherches ont été officiellement suspendues 2 semaines plus tard. Les rapports indiquaient décès probable par enseveli vivant. Les familles ont reçu peu de réponses. Aucun corps, aucun équipement n'a été retrouvé. Seul le silence de la montagne. L'affaire a commencé à faire la une des journaux régionaux. De courts articles s'interrogeaient sur le fait de savoir si les hommes avaient ignoré les avertissements. D'autres suggéraient qu'ils avaient pu s'égarer dans une zone non cartographiée. Mais quelque chose tracassait les sauveteurs. L'un des pilotes de secours a rapporté avoir brièvement aperçu quelque chose d'inhabituel avant l'avalanche finale, comme si l'une des tentes était placée en dehors des consignes de sécurité, loin du versant protégé. Il n'y avait pas le temps d'enquêter. 3 ans se sont écoulés. L'hiver 1985 fut exceptionnellement sec. Au printemps, le dégel survint plus tôt et plus intensément que d'habitude. Les couches de glace accumulées commencèrent à céder, révélant des fragments de ce qui était resté caché pendant des années. C'est un groupe d'alpinistes qui l'a découvert en premier. Pas des corps, tentes. 2 d'entre elles, déchirées, étaient partiellement découvertes par la fonte des neiges. Elles se trouvaient dans une zone qui contredisait totalement le dernier relevé de Julien. Elles n'étaient pas situés sur le versant nord abrité. Ils étaient plus hauts, plus exposés, et il y avait quelque chose d'encore plus étrange. Les structures ont été découpées de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y avait aucun signe visible d'une avalanche directe à l'endroit précis où ils se trouvaient, sans équipement éparpillé, comme on pourrait s'y attendre lors d'une fuite désespérée. Les autorités retournèrent sur la montagne.
L'affaire, classée comme accident, fut discrètement rouverte. Le carnet de Julien n'avait jamais été retrouvé, ni les fusils. Mais les tentes étaient là, suffisamment intactes pour suggérer qu'il s'est passé quelque chose avant l'avalanche. Quelque chose les a poussés à partir, quelque chose qui les a poussés à découper leur propre abri. Et personne ne pouvait dire ce que c'était. Lorsque les tentes émergèrent de la glace au printemps 1985, l'information ne fit pas immédiatement grand bruit. Elle fut d'abord consignée par la gendarmerie locale, puis transmise à la section régionale de la police. Gendarmerie nationale. Le rapport initial a classé la découverte comme compatible avec une disparition due à une avalanche tardive. Mais un seul détail a suffi à raviver le malaise. La toile de la tente présentait de longues entailles droites, faites à la lame. Ce n'étaient pas des déchirures dues à la pression de la neige ou à des branches enfouies. Quelqu'un les avait délibérément ouvertes de l'intérieur. Le capitaine Alain Roche fut chargé de l'enquête. Originaire d'Annecy, habitué aux investigations rurales et aux accidents alpins, il n'avait aucune expérience des affaires mystérieuses. Il privilégiait les faits objectifs. Et dans ce contexte, ils étaient rares. La zone où les chasseurs avaient établi leur campement se situait dans une partie moins fréquentée du massif, à l'écart des itinéraires touristiques reliant Chamonix aux sentiers traditionnels. Les bergers locaux évitaient cet endroit en hiver en raison de l'instabilité du terrain. Des glissements de terrain imprévisibles, recensés depuis le XIXe siècle, y étaient signalés. Le père de Julien, Pierre Moreau, assista en personne à la réouverture du dossier. Il apporta des copies des lettres que son fils avait envoyées avant son voyage. Dans l'une d'elles, Julien mentionnait son intention d'explorer une crête peu fréquentée, parfois empruntée par des chasseurs expérimentés. Henri a dit qu'il connaissait un vieux raccourci, a écrit Julien. Ce détail n'était pas inclus dans le rapport initial. Henri Delacour était respecté au village. Ancien guide de montagne, il avait accompagné des étrangers autour du Mont Blanc les étés précédents. Après un accident impliquant un touriste allemand, officiellement attribué à une erreur d'appréciation des conditions météorologiques, il cessa de travailler avec des groupes et se mit à chasser avec des connaissances. Marc, le mécanicien, avait un passé de petite témérité, des contraventions pour excès de vitesse, des paris risqués sur des ascensions improvisées. Rien de criminel, mais toujours à la limite. Les familles reprirent contact. L'épouse d'Henri révéla quelque chose qu'elle n'avait jamais confié à personne. La veille du voyage, il semblait agité. Il avait relu la carte à 3 reprises, et après l'avoir lue seul, avait brûlé un morceau de papier dans la cheminée. Elle n'a jamais su ce qu'il contenait. Entre-temps, l'équipe de gendarmerie a grimpé jusqu'au site du dégel. La scène était trop étrange pour être ignorée. Les 2 tentes étaient disposées parallèlement, mais loin de la zone la plus sûre du versant. Il n'y avait aucune trace de la 3e. À l'intérieur de l'une d'elles, ils ont trouvé un objet préservé par le froid, une boussole cassée. Il n'a pas été écrasé. Il a été démonté. Des analyses plus poussées ont indiqué que quelqu'un l'avait ouvert manuellement. Aucun signe évident de lutte n'a été constaté. Aucune trace de sang n'était visible. Cependant, la disposition des objets retrouvés suggérait que la sortie de la tente n'avait pas été organisée. On a trouvé un sac de couchage partiellement ouvert, des bottes abandonnées et une lampe torche sans pile. Le capitaine Roche demanda les relevés météorologiques de 1982. Il découvrit que, la nuit de la disparition, une chute brutale des températures s'était produite, accompagnée de courants descendants extrêmement inhabituels pour la région. Ce n'était pas impossible, mais c'était rare. Pourtant, rien n'expliquait ces coupures internes. Dans le village, de vieilles histoires refirent surface. Un vieux berger affirma avoir aperçu des lumières sur la colline cette même nuit, mais il ne s'agissait pas de feux de camp fixe. Elles étaient intermittentes, comme si elles se déplaçaient contre le vent. Cette déclaration a été jugée inexacte. Cependant, un autre détail a attiré l'attention. Des documents historiques indiquent que dans les années 1930, 2 alpinistes avaient disparu dans la même région. L'affaire n'a jamais été élucidée. À l'époque, on avait conclu à une avalanche.
Pierre Moreau insistait pour que son fils ne quitte jamais la tente sans une raison valable. Julien notait tout. Il planifiait chaque étape. S'il devait s'échapper, ce serait pour une urgence immédiate, quelque chose qui justifiait de prendre le risque du froid extrême. Le capitaine Roche visita l'ancien atelier de Marc. Parmi des outils rouillés, il découvrit une carte pliée, dissimulée derrière une étagère. Les marques sur le papier ne correspondaient pas aux sentiers officiels. Un point encerclé figurait au-dessus de la crête où les tentes avaient été trouvées. Un itinéraire alternatif. La carte a été jointe au dossier. À chaque nouvel élément, l'hypothèse d'un simple accident s'affaiblissait. Il n'y avait toujours aucune preuve de crime, ni d'intervention extérieure manifeste. Pourtant, les choix faits cette nuit-là semblaient contredire l'expérience d'Henri et la méthode de Julien. Pourquoi grimper plus haut en pleine tempête? Pourquoi démonter une boussole? Pourquoi découper la tente au lieu d'utiliser la sortie principale? Et où se trouvait la troisième tente? Alors que la neige continuait de fondre, la montagne semblait receler quelque chose de plus. Quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. Le dégel progressait trop rapidement cet été 1985. Chaque semaine, de nouvelles zones du massif étaient mises au jour, révélant des roches instables, des fragments d'anciens équipements et des couches compactées restées à l'abri de la lumière pendant des années. L'équipe de gendarmerie nationale, elle, a commencé à augmenter plus fréquemment, sous la pression des familles et de la presse régionale, qui commençait à soupçonner des incohérences dans le rapport initial de 1982. Le capitaine Alain Roche a décidé d'étendre le périmètre de recherche. C'est alors qu'ils ont trouvé la troisième trace, à environ 150 mètres au-dessus des tentes récupérées, partiellement enfouie sous la glace dure, la structure métallique de la troisième tente a émergé. Contrairement aux autres, elle s'était effondrée sous le poids d'une ancienne masse de neige compactée, probablement sous l'effet direct de l'avalanche. Mais quelque chose clochait. Elle a également été coupée, et cette fois, les coupes étaient plus nombreuses. Tout autour, aucune trace de pas n'était visible. Impossible après 3 ans. Aucun signe évident de traînage. Un seul détail fit que Roche resta muet pendant de longues minutes. Les entailles étaient faites à différentes hauteurs, certaines presque au ras du sol, comme si quelqu'un était agenouillé ou allongé. Les premières analyses indiquent que les 3 tentes ont été ouvertes avant que l'avalanche n'atteigne le point principal. Autrement dit, les hommes étaient déjà dehors lorsque la neige s'est abattue. S'ils n'ont pas fui l'avalanche, de quoi fuyaient-ils? L'affaire a commencé à faire la une des journaux nationaux. Les journaux lyonnais et parisiens ont établi des parallèles avec d'autres disparitions survenues dans les Alpes. Une émission de radio a même évoqué le célèbre incident du col Dyatlov, suggérant des similitudes troublantes. Tente ouverte de l'intérieur, sortie abrupte par un froid extrême, absence initiale de corps. Roche détestait les spéculations médiatiques, mais intérieurement, il commençait lui-même à envisager des hypothèses qu'il ne souhaitait pas verbaliser. Le père de Julien insista pour l'accompagner lors d'une des ascensions officielles. Contre le protocole, Roche y consentit, peut-être par empathie, peut-être sous la pression. Pierre fut le premier à le remarquer. La boussole démontée, récupérée quelques jours auparavant, était non seulement cassée, mais son aiguille avait été précisément retirée et de petites rayures indiquaient une tentative d'interférence magnétique. Pierre, professeur d'histoire passionné par la navigation antique, a soulevé une possibilité troublante. Si la boussole avait tourné de manière incontrôlable, ils auraient pu croire qu'ils étaient désorientés. Mais les boussoles ne se dérèglent pas sans raison, sauf en cas d'interférence extérieure. Durant la même période, un ingénieur géologue consulté par l'enquête a apporté un nouvel élément au dossier. Cette zone spécifique de la crête présentait une forte concentration de minéraux ferromagnétiques. Dans certaines conditions de pression et de variation de température, de petites anomalies magnétiques temporaires pouvaient apparaître. Rares, mais possibles. Pourtant, cela n'expliquait pas la panique, même pas plusieurs coupures, même pas l'idée de grimper vers une zone plus exposée. Puis vint la première découverte humaine.
Lors des fouilles contrôlées sous la troisième tente, l'équipe a découvert des restes de tissus qui ne faisaient pas partie de l'équipement officiel du trio. Il s'agissait d'un fragment de laine sombre, de fabrication ancienne, incompatible avec les vêtements techniques qu'il portait. Aucun quatrième nom ne figurait sur la liste de l'expédition. Les tensions se sont accrues. Marc avait la réputation de prendre des risques inutiles. Aurait-il pu trouver quelqu'un d'autre dans les montagnes, un chasseur solitaire, un vagabond? L'épouse d'Henri fut de nouveau interrogée. Elle finit par révéler le contenu approximatif du papier que son mari avait brûlé, d'anciennes coordonnées manuscrites, supposément recopiées du journal d'un guide décédé dans les années 1950. Le guide a mentionné une « zone morte » sur la crête supérieure, un endroit que les animaux évitaient de passer. L'information n'avait jamais été vérifiée. Mais il expliquait l'existence de la carte cachée dans l'atelier de Marc. Il ne faisait pas que chasser, il cherchait quelque chose. L'enquête est passée de la piste de l'accident à celle d'une possible négligence délibérée. Et puis, autre rebondissement, les enregistrements du centre météorologique ont indiqué que, la nuit de la disparition, il y a eu une chute brutale de la pression atmosphérique accompagnée de micro-séismes presque imperceptibles. Petit déplacement souterrain. L'ingénieur géologue a suggéré que cela pourrait générer des bruits de basse fréquence, des sons presque inaudibles, mais capables de provoquer désorientation et panique chez l'homme. Infrasomme. Cette théorie semblait trop scientifique pour expliquer des entailles aussi abruptes dans la toile. Mais un schéma commençait à se dessiner. Anomalies magnétiques, bruits souterrains, instabilité climatique. Et 3 hommes expérimentés abandonnant leur abri par des températures de 20 degrés C. Le conflit ne consistait plus seulement à découvrir ce qui s'était passé. Il s'agissait de choisir quelle explication accepter. Catastrophe naturelle extrême? L'erreur humaine motivée par l'ambition? Ou bien s'agissait-il d'une combinaison de facteurs invisibles, rares et potentiellement mortels? Le capitaine Roche était conscient du poids de ce choix. Chaque déclaration publique risquait de transformer l'affaire en hystérie nationale ou de la classer comme un simple accident. Mais la montagne n'avait pas encore tout révélé. Quelques jours plus tard, un chien renifleur s'est mis à aboyer sans cesse dans une zone située en contrebas de la troisième tente. Les fouilles ont commencé immédiatement. Et ce qui a émergé de la glace, ce n'était pas du matériel, c'était un os. L'os retrouvé n'a apporté aucun réconfort, il a semé la division. L'examen médico-légal a confirmé que le corps appartenait à l'un des 3 chasseurs, mais sa fragmentation était inhabituelle. On n'y a relevé aucune trace d'écrasement typique d'une avalanche. Des fissures linéaires, presque trop nettes pour être uniquement dues à la pression de la neige, étaient présentes. Cette découverte a divisé l'équipe Gendarmerie nationale. Une faction a avancé que des micro-tremblements, combinés à une avalanche secondaire, pouvaient engendrer des anomalies osseuses. Une autre a suggéré que le corps avait pu subir un impact avant d'être enseveli. Entre-temps, la presse a commencé à forger ses propres récits. Certains journaux ont suggéré que les hommes auraient pu s'affronter. D'autres ont avancé des théories plus sombres, évoquant la contrebande le long des routes alpines, une pratique courante dans certaines zones isolées de la frontière franco-italienne. Cette hypothèse a gagné en popularité lorsqu'il a été révélé qu'Henri Delacour avait, des années auparavant, occasionnellement servi de guide informel à des marchands empruntant des sentiers peu fréquentés. Rien d'illégal n'a été prouvé, mais cela a suffi à alimenter les spéculations. La famille de Marc a réagi avec indignation. À leurs yeux, il s'agissait d'une tentative de ternir la mémoire du défunt, mais l'intrigue secondaire du possible 4e homme n'a pas disparu. Le fragment de laine trouvé près de la 3e tente a été analysé. Le tissu était ancien, artisanal et typique des vêtements ruraux des années 1960. Il ne correspondait pas aux vêtements techniques des années 1980. La question devint inévitable. Quelqu'un était-il déjà passé par là?
Le père de Julien entreprit des recherches dans les archives historiques locales. Il découvrit le récit presque oublié d'un ermite qui avait vécu en reclus sur cette crête dans les années 1970. Un homme connu seulement sous le nom de l'Ombre Blanche. D'après d'anciens rapports de police, il disparut après une violente tempête. Son corps ne fut jamais retrouvé. Ces informations semblaient trop folkloriques. Mais les coïncidences commencèrent à s'accumuler. Un autre facteur a accentué la pression. L'été approchait à grands pas. Les experts ont averti que le dégel accéléré pourrait déclencher de nouveaux glissements de terrain. Il faudrait boucler la zone d'ici quelques semaines. On disposait de peu de temps pour trouver des réponses. Le capitaine Roche subissait également des pressions politiques. Le conseil municipal de Chamonix craignait que l'affaire ne nuise au tourisme hivernal. L'économie de la région reposait sur la réputation de sécurité des Alpes françaises. Une proposition informelle a alors émergé, classer l'affaire comme une catastrophe naturelle complexe en évitant toute mention d'anomalies magnétiques ou de bruits souterrains. Roche hésita. Il savait que les familles n'accepteraient jamais une conclusion superficielle. Entre-temps, de nouvelles fouilles ont révélé une chose inattendue, des marques dans la glace sous l'emplacement de la tente. Il ne s'agissait pas d'empreintes de pas, mais de rainures parallèles, comme si un objet lourd avait été traîné le long de la pente avant l'avalanche finale. Aucun traîneau ne figurait dans l'équipement officiel. Marc avait cependant dans son atelier de la ferraille, qui aurait pu servir à fabriquer un petit traîneau de fortune pour transporter le gibier. On n'a jamais su avec certitude s'il l'avait emporté lors du voyage. La complexité a augmenté. Se pourrait-il qu'ils aient poursuivi quelque chose en haut de la montagne? Ont-ils trouvé des blessés? Ou bien essayaient-ils de transporter quelque chose? Un autre élément de l'intrigue est apparu lorsqu'un ancien collègue d'Henri a discrètement contacté la police. Il a révélé que, quelques semaines avant l'expédition, Henri avait mentionné avoir aperçu d'étranges lumières lors d'une précédente ascension de la même crête. Il ne semblait pas effrayé, mais plutôt curieux, trop curieux. L'urgence du temps imposait des décisions à prendre. Le dégel révélait des indices, mais menaçait aussi de les anéantir. Chaque jour, de nouveaux glissements de terrain pouvaient emporter des fragments de terrain. Puis vint la découverte qui changea complètement le ton de l'enquête. Lors des dernières fouilles, avant la fermeture de la zone, un deuxième ensemble d'ossements a été découvert. Mais elle n'appartenait à aucun des trois chasseurs. Une analyse préliminaire suggère une date antérieure à 1982. Bien plus tôt, l'affaire ne se limitait plus à la disparition de 3 hommes. Or, certains indices laissaient penser que cette crête recelait des secrets accumulés pendant des décennies, peut-être plus. Le capitaine Roche comprit qu'il ne faisait pas que résoudre une disparition. Je déterrais quelque chose qui n'aurait jamais dû rester caché aussi longtemps. Et l'été touchait à sa fin. La datation des ossements trouvés sous la crête a plongé la salle médico-légale dans un silence pesant. Ils n'étaient pas des années 70, même pas des années 60. Elles sont antérieures à 1950, bien plus tôt. Le rapport indiquait que ces restes humains pouvaient dater de plus de 40 ans au moment de la disparition des chasseurs. Cela signifiait une chose inévitable. La montagne avait déjà englouti quelqu'un au même endroit bien avant 1982. Et personne ne le savait. Le capitaine Alain Roche a constitué l'équipe Gendarmerie Nationale 1. Décision urgente s'impose. La zone serait bouclée dans moins de 10 jours, en raison du risque d'un nouveau glissement de terrain. C'était la dernière chance de procéder à des fouilles profondes avant le retour de l'hiver. Les fouilles finales ont commencé à l'aube. La couche de glace sous les ossements les plus anciens a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Des fragments de métal corrodés, alignés comme s'ils formaient une structure effondrée. Après un nettoyage minutieux, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'équipement moderne. C'était la carcasse d'une vieille tente, positionnée exactement dans la même orientation que les tentes des chasseurs de 1982, parallèle, dans le même sens que la pente. Comme si différents groupes, à différentes décennies, avaient inconsciemment choisi le même point, ou bien on les lui a emmenés.
La tension monta lorsqu'un des techniciens découvrit un objet partiellement conservé, un simple médaillon portant une inscription presque illisible. Après nettoyage, une date put être distinguée, 1947. Roche a ordonné une recherche dans les archives historiques régionales. Un vieux document a refait surface dans les archives départementales. 2 frères alpinistes ont disparu en 1947 lors d'une tentative de traversée hivernale le long de la même crête du massif près du Mont Blanc. L'affaire a été classée sans suite, comme une avalanche. Aucun corps n'a été retrouvé. Certains d'entre eux étaient présents. Mais le véritable tournant est survenu quelques heures plus tard. En creusant plus profondément sous la 3e tente datant de 1982, les experts ont finalement trouvé des restes humains correspondant à ceux de l'un des chasseurs, vraisemblablement Marc, d'après la taille de la structure osseuse. La position du corps était impossible à ignorer. Il n'était pas en mesure de fuir. Il était allongé, face contre terre, bras tendus vers l'avant, comme s'il essayait de creuser ou pour maintenir quelque chose sous la glace. Près de la main droite, ils trouvèrent l'aiguille de la boussole qui avait été retirée, et à côté quelque chose qui faisait régner le silence sur la colline. Un 2e médaillon, avec le même enregistrement de 1947. Ça a tout changé. Le médaillon n'a pas pu refaire surface par hasard. Il était enfoui sous des couches compactées datant d'avant 1982. Ce qui signifie que Marc l'a mis au jour cette nuit-là, ou l'a trouvé avant l'avalanche finale. L'hypothèse d'un simple phénomène naturel ne corroborait plus ce scénario. Les 3 hommes avaient délibérément escaladé cette crête, probablement guidés par de vieilles cartes. Ils recherchent peut-être quelque chose oublié des décennies plus tôt. Henri avait brûlé les coordonnées. Marc avait caché une carte. Julien avait noté « ancien raccourci ». Ils ne faisaient pas que chasser. Ils étaient à la recherche d'une histoire enfouie. Le père de Julien, en voyant le médaillon, reconnut le nom de famille gravé, Lavigne. Ce n'était pas une coïncidence. L'un des frères disparus en 1947 portait ce nom de famille. Marc n'avait jamais mentionné avoir des proches disparus parmi les alpinistes. Mais les archives l'ont confirmé. Le frère aîné de l'homme disparu en 1947 était le grand-père de Marc. La révélation a frappé comme une avalanche tardive. Marc le savait. Il n'est pas monté là-haut pour chasser. Il a gravi les échelons grâce à un héritage, peut-être par obsession, peut-être pour retrouver ce que la famille n'a jamais retrouvé. Et il emmena Henri et Julien avec lui. Le tournant était désormais évident. La disparition de 1982 n'était pas un simple accident climatique. Elle était la conséquence d'une recherche silencieuse, entamée 40 ans plus tôt, de quelque chose de perdu. Mais la question centrale demeurait. Les restes datant de 1947 ont été retrouvés cette nuit-là. Pourquoi ont-ils supprimé les étals? Pourquoi fuir son propre abri par un froid extrême? La réponse semblait se trouver encore plus profondément. Et la glace restante empêcherait toute nouvelle excavation jusqu'à l'année prochaine. Le capitaine Roche devait décider, révéler au public le lien familial et rouvrir officiellement 2 affaires historiques ou classer l'affaire comme une tragique coïncidence. Avant qu'il puisse agir, il a reçu un appel urgent de l'équipe médico-légale. Il y avait quelque chose à l'intérieur du médaillon de 1947, quelque chose que personne ne s'attendait à trouver. Le médaillon a été ouvert sous contrôle technique au laboratoire régional de gendarmerie nationale. Il n'y avait pas de photo à l'intérieur. On y trouvait un petit fragment de papier ciré plié, étonnamment bien conservé par l'isolation métallique et le froid extrême. En le dépliant avec une pince à épiler, on découvrit le contour rudimentaire de la crête, non pas une carte complète, mais un dessin circulaire, marquant un point précis au-dessus de l'emplacement des tentes de 1947 et 1982, et à côté, un mot écrit à la main, « Écoute ». Écoutez. La première réaction de l'équipe fut technique et mesurée, mais l'impact était évident. On a de nouveau fait appel à l'ingénieur géologue. Après avoir analysé la zone indiquée sur le plan, il a confirmé l'existence d'une formation rocheuse particulière.
une cavité naturelle partiellement obturée par des plaques de glace permanentes. Ce type de structure pouvait amplifier les vibrations souterraines et générer des phénomènes acoustiques inhabituels. Infrasons concentrés. Des ondes de basse fréquence, presque inaudibles, mais capables de provoquer une désorientation, des nausées, des sensations de panique et même de légères hallucinations en cas d'exposition prolongée. Si les frères de 1947 ont découvert cette cavité, et si Marc était au courant, les chasseurs de 1982 ne sont donc pas montés là-haut uniquement pour récupérer des restes familiaux. Ils ont peut-être sous-estimé ce qu'ils ont découvert. Cette théorie a gagné en crédibilité lorsqu'un technicien a révélé que les tentes de 1982 étaient situées directement sous la formation rocheuse indiquée sur le schéma. Dans des conditions de courant descendant spécifiques, comme celles enregistrées la nuit de la disparition, la cavité aurait pu canaliser les vibrations directement vers le campement. Cela expliquerait plusieurs éléments. La boussole s'est désassemblée. Possible interférence magnétique locale combinée à une désorientation. Le départ précipité des tentes, une réaction de panique collective, de multiples coupures, une tentative désespérée de s'échapper rapidement. L'ascension vers la crête, un mouvement instinctif pour s'éloigner de la source du bruit sans réaliser qu'il se dirigeait vers une zone plus exposée. Mais il restait un écart. Pourquoi Marc creusait-il ? La réponse est apparue avec l'analyse finale des ossements en 1947. De petites fractures du crâne indiquaient un impact antérieur à l'avalanche. L'hypothèse la plus probable, les frères ont disparu en tentant d'explorer la cavité. Peut-être ont-ils vécu le même phénomène. Peut-être sont-ils revenus à d'autres occasions. Peut-être ont-ils laissé le médaillon comme une marque, un avertissement. Écoutez, non pas comme une invitation, mais à titre d'avertissement. L'information a fuité dans la presse avant que Roche ne puisse en maîtriser le récit. Les journaux ont commencé à titrer sur « La montagne qui rend fou » et « L'écho mortel des Alpes ». Les émissions de télévision ont exploré le lien familial entre Marc et la disparition de 1947. L'histoire est devenue virale dans tout le pays. Des experts en géophysique ont été interrogés. Des psychologues ont commenté les effets des infrasons sur le comportement humain. L'affaire a pris des proportions quasi mythiques. Mais pour les familles, la propagation du virus a engendré un mélange de soulagement et de douleur. Il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu de trahison, il y avait de l'obsession. Marc a probablement convaincu ses amis de l'accompagner dans une quête qu'il croyait purement archéologique ou sentimentale. Il a peut-être minimisé les risques. Il ne comprenait peut-être pas pleinement le phénomène. Le capitaine Roche a convoqué une conférence de presse officielle. Sans sensationnalisme, il a présenté l'explication scientifique comme l'hypothèse la plus cohérente. Une combinaison d'anomalies acoustiques naturelles, d'instabilité magnétique localisée et de conditions météorologiques extrêmes. Un événement rare. Mais c'est possible. La montagne ne contenait aucune entité. Protection physique. Roche savait néanmoins qu'il ne serait jamais absolument certain de ce qui s'était passé dans les dernières minutes avant l'avalanche. La conséquence finale est survenue des semaines plus tard. La grotte a été officiellement fermée par les autorités environnementales et géologiques. Des panneaux discrets ont été installés le long des sentiers supérieurs de la crête, signalant les risques d'instabilité acoustique et sismique. L'affaire de 1982 a été officiellement requalifiée en décès dû à un événement géophysique extrême aggravé par une décision humaine risquée. Mais le public préférait un autre nom. Il l'appelait « la montagne qui écoute », et l'histoire a continué à se répandre. La clôture officielle du dossier n'a pas engendré le silence, elle a engendré la responsabilité. Le capitaine Alain Roche aurait pu classer l'affaire comme un simple accident alpin parmi tant d'autres. Au lieu de cela, il a pris une décision qui allait modifier les protocoles dans la région pour les années à venir. Il a demandé l'établissement d'une carte géophysique détaillée des zones les plus instables du massif près du Mont Blanc. La proposition s'est d'abord heurtée à des réticences budgétaires, mais les répercussions nationales de l'affaire ont rendu impossible d'ignorer le risque.
Les experts en acoustique environnementale, en sismologie et en magnétisme ont commencé à intégrer des analyses préventives des zones de haute altitude. Pour la première fois, le phénomène des infrasons alpins a été officiellement considéré comme un facteur de risque dans les rapports de sécurité. Pour Roche, c'était la seule façon de comprendre ce qui s'était passé. Il visita la crête une dernière fois avant le retour de l'hiver, sans presse, sans équipe, juste lui et un technicien géologue. La cavité naturelle était silencieuse ce jour-là, le faible vent soufflant latéralement, ne produisant aucune vibration perceptible. Là, debout devant le rocher, Roche comprit quelque chose d'essentiel. Les trois hommes n'avaient pas agi par pure imprudence. Il y avait plusieurs couches. Marc portait le poids d'une histoire familiale non résolue. La découverte des restes datant de 1947 n'était pas qu'une simple curiosité. C'était l'apaisement d'un deuil hérité. Henri, trop expérimenté pour ignorer les risques, avait sans doute confiance en sa maîtrise de la montagne. Julien, jeune et méthodique, croyait peut-être être en train de consigner une découverte historique. Aucun d'eux n'a quitté la tente parce qu'ils étaient devenus fous. Ils ont réagi à quelque chose d'invisible, et aucun être humain n'est pleinement préparé à réagir rationnellement à ce qu'il ne comprend pas. Entre-temps, Pierre Moreau a trouvé dans le carnet de Julien, finalement retrouvé, découvert sous une nouvelle couche de glace des semaines plus tard, une note écrite quelques heures seulement avant sa disparition, un bruit étrange. Ce n'est pas un vent normal, on dirait qu'il vient de l'intérieur de la montagne. Rien de plus, pas de dramatisation, aucune peur décrite, une simple observation. Pierre décida de publier les enregistrements de son fils, accompagnés d'un rapport technique simplifié sur les phénomènes acoustiques naturels en milieu alpin. Son but n'était pas d'entretenir le mystère, mais d'informer. L'ouvrage était modeste, mais respecté dans les milieux universitaires et d'alpinisme. Dans le village de Chamonix, des changements subtils commencèrent à se manifester. Les guides évitèrent de camper exactement sur la crête identifiée. Le matériel de navigation fut modernisé et doté d'une redondance magnétique. Enfin, les stages de survie commencèrent à aborder les conséquences psychologiques des conditions extrêmes imprévues. La tragédie a engendré l'évolution, mais la croissance la plus significative s'est produite au sein même de Roche. Pendant des années, il a mené des enquêtes axées exclusivement sur des preuves matérielles. Cette affaire l'a contraint à admettre que des phénomènes naturels peuvent engendrer des comportements qui, à première vue, semblent irrationnels, voire surnaturels. Il a commencé à travailler en développant ses capacités d'écoute, davantage de consultations interdisciplinaires, moins de précipitation pour terminer. La montagne leur avait appris quelque chose qu'aucune école de police ne pouvait leur enseigner, le respect de l'invisible. 3 ans après la redécouverte des tentes, une petite plaque commémorative a été discrètement installée au pied du sentier principal, sans attirer l'attention des touristes. Nom gravé, Henri Delacour, Marc Lavigne, Julien Moreau et les frères Lavigne, 1947. Aucune mention de mystère, date seulement. La croissance collective n'a pas effacé la douleur des familles, mais elle a apporté la compréhension. Et la compréhension, même tardive, peut être une forme de dépassement. Une question restait néanmoins sans réponse. Si le phénomène était naturel, pourquoi à ce moment précis les gens ont-ils été attirés par l'enquête? Coïncidence géographique? Ou bien s'agit-il de quelque chose de plus profond, inscrit dans la nature humaine elle-même, le besoin de revenir à ce qui est resté inachevé? La réponse ne figurait pas dans les rapports, mais c'était serré. L'automne arriva tôt cette année-là. Avant que les premières grosses chutes de neige ne rendent définitivement l'accès à la crête impossible, la mairie autorisa une dernière inspection technique de la cavité rocheuse indiquée sur la plaque de 1947. Officiellement, il ne s'agissait que d'un ultime relevé géologique à des fins d'archivage scientifique. Officieusement, il s'agissait d'une tentative pour mettre fin au dernier doute. Le capitaine Alain Roche dirigeait l'équipe réduite.
un géophysicien, un technicien en mesures acoustiques et 2 agents expérimentés en haute altitude. Aucune presse n'a été informée. L'ascension se fit en silence. Alors qu'ils approchèrent de la formation située au-dessus de la ligne où les tentes avaient été installées en 1947 et 1982, le vent commença à changer de direction. Ce n'était pas une tempête, mais un courant descendant régulier, typique de la région, mais plus concentré. Le technicien a installé des capteurs portables à l'entrée partielle de la cavité. Les premiers résultats sont apparus en quelques minutes. Oscillation de basse fréquence, infrasomme. Mais un phénomène inattendu est apparu sur les cartes. Les vagues n'étaient pas constantes. On observait des pics abrupts, presque rythmiques, lorsque le vent frappait la paroi rocheuse intérieure sous un certain angle. Comme si la montagne respirait. Le géophysicien expliqua que la géométrie interne de la cavité pouvait agir comme un résonateur naturel. De faibles variations de pression amplifiaient les vibrations souterraines issues des microséismes fréquents dans les Alpes. Roche écoutait attentivement. La théorie comblait presque toutes les lacunes. Presque. Lors de l'installation de capteurs supplémentaires, un agent a légèrement glissé sur une fine couche de glace. En s'appuyant sur la paroi rocheuse, il a détaché une plaque de glace qui s'est partiellement détachée. Derrière, une ouverture plus profonde se dévoilait. Elle n'avait été incluse dans aucun levé topographique précédent. L'équipe a illuminé l'intérieur. La cavité n'était pas une simple fissure superficielle. C'était un étroit couloir qui s'étendait sur quelques mètres, partiellement obstrué par de la glace ancienne. Au sol, sous une fine couche de cristaux gelés, se trouvait quelque chose que la géologie ne pouvait expliquer. Restes de bois travaillés. Des fragments suggérant une ancienne structure humaine. Pas récent. Pas de 1982. Peut-être même avant 1947. L'air dans le couloir semblait plus dense. Le technicien ressentit une légère pression dans les oreilles. Le capteur acoustique se déclencha de nouveau. Un pic de basse fréquence plus élevé que celui enregistré quelques minutes auparavant. Roche a pris une décision rapide. Documentation photographique immédiate, collecte minimale et enlèvement. Le risque d'instabilité structurelle était trop élevé. Durant la descente, le ciel s'est soudainement obscurci. D'épais nuages ont traversé la vallée, réduisant la visibilité. Le vent s'est intensifié exactement comme prévu dans les bulletins météorologiques du soir du 16 janvier 1982. Cette coïncidence était troublante. Dans l'abri temporaire installé au pied de la crête, l'équipe a rapidement examiné les images capturées. L'une d'elles montrait clairement l'intérieur de la cavité la plus profonde, et tandis que la photographie s'agrandissait, un silence s'abattit sur la petite tente d'assistance. Parmi les fragments de bois, partiellement enfouis dans la glace, se trouvait un objet métallique circulaire, un autre médaillon. Mais contrairement au précédent, l'enregistrement externe ne datait pas de 1947. Il était beaucoup plus vieux. La date semblait être 1913. Roche comprit alors que l'histoire du blason n'avait pas commencé avec les frères Lavigne, même pas avec les chasseurs de 1982. Il y avait une tendance générationnelle. Avant, les gens fréquentaient cet endroit. Ils menaient une enquête, il se passait quelque chose. La montagne les ensevelissait. Et des décennies plus tard, la glace est revenue. La tempête s'est intensifiée, forçant l'évacuation immédiate de la zone. L'hélicoptère ne pouvait pas décoller. Il fallait atterrir avant que la neige ne bloque à nouveau toute circulation. Alors qu'ils entamaient leur retraite, un faible son résonna sur le flanc de la colline. Ce n'était pas une avalanche, c'était une vibration, faible, profond. Le même type de lecture qu'ils avaient effectuée quelques minutes auparavant, mais maintenant perceptible, presque comme une pression invisible traversant le corps. L'un des policiers porta un instant la main à sa tête, respirant difficilement. Roche a ordonné une descente accélérée. Il n'y avait plus aucun doute, le phénomène était réel, mesurable et dangereux. Mais la découverte du médaillon de 1913 a changé le cours du récit. Ce n'était pas seulement un phénomène naturel, c'était un phénomène qui avait suscité la curiosité humaine pendant plus de 70 ans. Et la question finale commença à se dessiner.
Que s'est-il passé sur cette crête en 1913? La réponse était figée. Et l'hiver approchait. L'hiver a bloqué la crête pendant 4 mois. Lorsque le printemps a enfin permis une nouvelle vague, l'enquête avait déjà dépassé le stade de simple disparition. Elle était devenue une étude officielle, impliquant des universités, des géologues et des experts en acoustique de différentes régions de France. Mais pour le capitaine Alain Roche, l'enjeu était plus personnel. La médaille de 1913 ne le quittait pas d'esprit. Une fois l'accès autorisé, une opération contrôlée a été organisée pour fouiller définitivement l'intérieur profond de la cavité située au-dessus de la crête du massif du Mont Blanc. Cette fois avec le matériel adéquat. Système d'ancrage, capteurs sismiques actifs et protections auditives spécialisées contre les infrasons. L'équipe progressa lentement dans l'étroit couloir découvert des mois auparavant. La glace avait reculé de quelques centimètres supplémentaires, facilitant l'accès à l'endroit où l'objet métallique avait été photographié. Une fois les couches superficielles soigneusement retirées, le médaillon de 1913 a finalement été extrait. Mais il n'était pas seul. Derrière l'ancienne structure en bois se trouvait quelque chose de plus grand. Une structure rectangulaire, partiellement enfouie. Cela faisait partie d'une petite boîte, pas un cercueil, une boîte de transport. À l'intérieur, ils découvrirent des instruments de mesure rudimentaires, d'anciens instruments de navigation et des notes protégées par un tissu ciré. Le papier était fragile, mais suffisamment lisible après une restauration sommaire. Une donnée confirme 1913. Et le nom affiché en haut d'une des pages a surpris tout le monde. Étienne Lavigne. Le nom de famille résonna dans le silence de la cavité. Les frères disparus en 1947 étaient ses descendants. Marc Lavigne, le chasseur de 1982, lui aussi. La lignée était rattachée à ce point depuis le début du siècle. Les notes de 1913 étaient claires et techniques. Étienne n'était pas un explorateur ordinaire. Étudiant en ingénierie, il s'intéressait aux phénomènes naturels inhabituels. Il décrivait des vibrations périodiques, des interférences avec les compas et d'étranges effets physiques lorsque le vent frappait la formation rocheuse sous un angle précis. Il avait découvert le phénomène et il avait décidé de l'étudier. Les dernières lignes enregistrées étaient courtes. Le son s'amplifie quand j'écoute avec ma poitrine. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une force invisible. Après cela, aucune autre note n'a été prise. L'hypothèse finale a commencé à se mettre en place avec une clarté brutale. 1913, Étienne enquête et disparaît. 1947, des descendants tentent de retrouver des traces et disparaissent. 1982, Marc revient pour clore le chapitre familial, amène des amis, découvre des restes humains, mais sous-estime le phénomène. La montagne n'attirait pas les visiteurs en raison d'un quelconque mystère surnaturel. Cela attirait les gens par le biais de l'héritage. Chaque génération ne retrouvait que des enregistrements fragmentaires de la précédente. Chaque génération a tenté de terminer ce qui était resté inachevé. Et le phénomène physique, rare, imprévisible et potentiellement désorientant, a fait le reste. Le véritable moment crucial est survenu lorsque des capteurs installés dans la cavité ont commencé à enregistrer une augmentation soudaine des vibrations alors que l'équipe était encore à l'intérieur. Le vent extérieur avait changé. Roche ressentit la pression avant même d'entendre quoi que ce soit. Ce n'était pas un son audible, c'était un sentiment intérieur. Le technicien a signalé un pic extrême d'infrasons. La roche commença à vibrer légèrement. Ce n'était pas encore un effondrement, mais le phénomène était bien réel. À ce moment-là, Roche avait le choix. Rester sur place afin de recueillir des données inédites qui prouveraient définitivement la théorie scientifique, ou évacuer et préserver des vies. Il se souvint des rapports de 1913, des restes de 1947, du point de vue de Marc qui essayait de creuser quelque chose sous la glace, de la confiance excessive d'hommes qui se croyaient maîtres de la situation. Et il prit la décision qu'aucune des générations précédentes n'avait prise à temps. Il ordonna une retraite immédiate.
L'équipe est sortie de la cavité quelques minutes avant qu'une couche de glace interne ne s'effondre partiellement, bloquant le couloir par lequel elle était entrée. S'ils avaient hésité, ils auraient été arrêtés. La montagne n'a pas tué, mais tout retard était punissable. Quelques jours plus tard, après l'analyse des données, les universités ont officiellement confirmé le phénomène. Une formation géologique très rare, qui amplifiait les infrasons naturels à des niveaux capables de provoquer une panique physiologique sévère, une désorientation et des décisions irrationnelles par grand froid. L'histoire a attiré l'attention internationale. Pas comme une légende, en tant que découverte scientifique. Le cas des chasseurs, en 1982, est devenu un exemple de la façon dont des phénomènes naturels invisibles peuvent influencer de manière dévastatrice le comportement humain. Le rebondissement final n'avait rien de surnaturel. C'était plus inquiétant encore. Rien là-bas n'était inexplicable. Tout était naturel. Et pourtant, cela a suffi à entraîner la mort de 3 générations. Roche, une fois l'affaire officiellement close, prit conscience de sa propre transformation. Il n'a pas confronté l'entité. Il s'est confronté à l'arrogance humaine face à l'inconnu. Et pour la première fois, la montagne n'a pas gagné. Le rapport final a été publié au début de l'été suivant. Signé par Gendarmerie nationale en partenariat avec des universités françaises, le document a officiellement classé l'affaire comme suit: un décès dû à un phénomène géophysique rare, amplifié par des conditions météorologiques extrêmes, et une décision humaine risquée motivée par un héritage familial. Il était entraîneur, nécessaire, et en même temps profondément humain. Les données ont confirmé que la formation rocheuse, située au-dessus de la crête du massif du Mont Blanc, agissait comme un résonateur naturel. Dans certaines conditions de courant descendant et de micro-tremblements sismiques, elle produisait des niveaux d'infrasons susceptibles de provoquer une panique physiologique, une désorientation spatiale et des réactions impulsives. Ce n'était pas cohérent, c'était imprévisible, mais c'était réel. La décision de Marc Lavigne de retourner sur les lieux, guidé par des documents fragmentaires concernant sa propre lignée familiale, est devenue le maillon tragique d'une chaîne qui a débuté en 1913. Il ne recherchait pas la gloire, il recherchait la paix intérieure. Henri s'appuyait trop sur sa propre expérience. Julien faisait confiance à la logique et aux archives. Chacun pensait être prêt. Aucun d'eux n'imaginait qu'un élément invisible puisse modifier leurs décisions dans des moments critiques. La révélation de cette affaire a eu un retentissement international. Des universités ont entrepris l'étude de formations similaires dans d'autres massifs montagneux. Les protocoles de sécurité en montagne ont été mis à jour. Les équipements de navigation prennent désormais en compte non seulement la redondance magnétique, mais aussi la redondance acoustique dans les zones à risque géologique. Ce qui a commencé comme une disparition est devenu un jalon scientifique. Pour les familles, cette conclusion a apporté ce qui leur manquait depuis des décennies, des réponses. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de complot. Aucune force surnaturelle n'était impliquée. Il y avait la nature, complexe, puissante et indifférente. Pierre Moreau s'est recueilli devant la plaque commémorative discrètement installée au pied du sentier. En touchant le nom de son fils, il n'a éprouvé aucune colère. Il a ressenti de la compréhension. Julien avait enregistré ce bruit étrange avec une précision technique jusqu'au tout dernier instant. Il n'est pas mort dans l'ignorance. Il est mort en enquêtant. Le capitaine Alain Roche, quant à lui, a conclu ce processus par une profonde transformation intérieure. Il a appris que le danger n'est pas toujours visible et que toute erreur n'est pas due à une pure imprudence. Parfois, les décisions irrationnelles sont le fruit de facteurs que le corps perçoit avant même que l'esprit ne les comprenne. Et peut-être que la plus grande leçon ne se trouvait pas sur la montagne, mais dans la répétition humaine. 3 générations sont revenues au même point. Non pas par un destin mystique, mais parce que les histoires incomplètes créent des impulsions puissantes. La glace a révélé des ossements, mais cela a également révélé une tendance. Et ce schéma, une fois compris, peut être interrompu. La cavité a été définitivement obturée.
les rapports archivés, les noms ont été préservés. La montagne restait là, silencieuse, imposante, d'apparence ordinaire. Mais maintenant, c'est compris. Et cette fois, quand le vent soufflera sur la crête, plus aucun homme ne tentera de prouver qu'il peut entendre mieux que la nature elle-même. Il y a du respect et la mémoire. Des années plus tard, des capteurs automatisés continuent de surveiller discrètement la crête, surplombant le massif du Mont Blanc. Les rapports indiquent que le phénomène se produit encore, rare, imprévisible et naturel. Aucune nouvelle disparition n'a été signalée dans cette zone. Les touristes passent au pied du sentier sans imaginer que sous d'épaisses couches de glace anciennes, 3 générations ont laissé derrière elles des questions que le temps n'a révélées que des décennies plus tard. Le vent souffle toujours. La roche vibre encore. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un décide d'escalader cette montagne, il le fait en sachant que tous les dangers ne font pas de bruit. Et tout silence n'est pas vide. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le plus grand mystère n'est pas toujours surnaturel, mais plutôt ce que nous ne comprenons pas encore pleinement de la nature et de nous-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire ci-dessous. Croyez-vous qu'il s'agissait simplement d'un phénomène naturel ou pensez-vous qu'il reste encore quelque chose d'inexpliqué ? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui se passionne pour les véritables mystères et les affaires fascinantes. Plus on connaîtra d'histoires comme celle-ci, mieux on comprendra les limites entre courage, curiosité et respect de la nature. Et si vous appréciez les histoires intenses basées sur des événements troublants et des rebondissements surprenants, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. L'histoire suivante pourrait être encore plus troublante.